Et table ronde numéro 4, la dernière table ronde. J'ai une super idée. À quel moment faut-il en parler? Tout savoir sur la propriété intellectuelle. Ça, c'est un point cardinal pour le développement de beaucoup de sociétés. Sophie Prévost, Sébastien Mousset, Nadège Lemarchand et Émilie Boudreau, que j'invite à me rejoindre sur scène. Les voici. J'ai un micro pour vous. Et vous avez 30 minutes pour parler de propriété intellectuelle à tous nos participants. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous confie mon micro. Bonjour. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Émilie Boudreau, je suis responsable juridique de Normandie Valorisation et je suis spécialisée en propriété intellectuelle. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de propriété intellectuelle, puisque depuis cet après-midi, pardon, on en parle. Avant de commencer, je vais laisser mes acolytes se présenter. Alors vous le voyez, tout à l'heure on parlait de parité, de féminité et de masculin qui l'emporte. Là pour le coup, je pense qu'on a un peu rééquilibré au niveau des participants. Donc je vais laisser pour le coup Sébastien se présenter en premier. Merci. Donc, je suis Sébastien Mousset, je suis le dirigeant de la société Bodycap, cofondateur également. On a créé la société en 2011 et moi j'ai un parcours universitaire à la base. Donc, je suis chercheur en physiologie du sport rattaché à l'université de Caen. Je suis toujours d'ailleurs officiellement maître de conférence à l'université de Caen puisque je suis actuellement en disponibilité. Bientôt maintenant, depuis 10 ans. Et je dirige cette société. Voilà, donc c'est une société qui compte aujourd'hui 16 personnes et qui a une activité commerciale, etc., et qui continue sa R&D. Nadège. Oui, bonjour à tous. Nadège Lemarchand. Je suis avocate spécialisée en matière de propriété intellectuelle. Je suis vraiment centrée sur la protection de l'innovation en France à l'international. Et j'ai une sensibilité particulière sur l'innovation juridique, puisque je préside l'incubateur du barreau normand des avocats qui œuvre à moderniser la profession à ce titre. Sophie. Bonjour à tous, donc Sophie Prévost, je suis ingénieure brevet à l'INSERM Transfert, donc c'est la filiale de valorisation de l'INSERM. Et du coup, je m'occupe de tout ce qui est de protéger et d'accompagner les chercheurs INSERM pour la protection et la valorisation de leurs résultats. Merci. Donc, comment ça va se passer? Comme vous le voyez, chaque intervenant, on a essayé de mixer un petit peu, pas que du public, pas que du privé, un peu des profils différents. Donc l'idée, c'est, on a une innovation. Alors on est parti d'une idée, hein, on est d'accord, on va dire un four solaire miniature. D'accord? Et comment on va la protéger? Comment ça commence? Donc on va essayer de faire un petit déroulé comme ça de comment protéger mon innovation. Donc la première question, donc au final il y a plusieurs questions qui vont se poser. La première, c'est pour Nadège, quels sont les types de protection que je peux avoir pour mon idée? Alors les types de protection, ils sont divers et ils vont s'adapter vraiment au projet, au produit en l'occurrence, auquel on a affaire. On va analyser sous ces différents prismes cette invention, ce four solaire, pour aller chercher sur chaque pan une protection qui soit adaptée. Alors tout de suite, le four solaire, vous voyez tout de suite une forme. Alors, on voit tous des formes très différentes en imaginant ce four solaire, mais la protection, elle peut déjà porter sur cette forme. On va parler un peu de droit d'auteur, on va parler aussi de dessin et modèle pour la forme du produit, donc de propriété intellectuelle et de propriété industrielle. La propriété industrielle, c'est tout ce qui va pouvoir s'enregistrer, avoir un vrai titre, un certificat d'enregistrement à ce titre. Donc, on parle de forme et de protection sur ce four solaire. On peut avoir aussi de la technicité, et là, on va aller chercher du brevet, que ce soit dans le dispositif lui-même, dans un procédé, dans le logiciel qui actionnerait ce four solaire. On peut avoir une marque aussi, bien sûr, à poser sur le four solaire qui va permettre d'avoir une protection. Là, c'est davantage sur le signe distinctif, ce qui va permettre au consommateur de reconnaître. Donc, sur une invention aussi basique, mais c'est aussi valable sur une bouteille d'eau, une caméra, ou tout type de produit ou de service, on va pouvoir avoir cette analyse et aller chercher des titres de propriété intellectuelle qui soient complémentaires et qui vont venir s'appliquer et s'apposer parfaitement au produit pour vous permettre d'avoir un monopole, c'est-à-dire le droit d'interdire aux tiers de s'approcher, d'utiliser, d'exploiter ce sur quoi vous aurez investi, ce sur quoi vous aurez capté de la propriété intellectuelle. Merci. On a voulu mettre un point de lumière sur un
une protection qui se développe de plus en plus, et notamment via l'expérience de Bodycap sur ce sujet. Donc c'est les noms de domaine, et donc je vais laisser Sébastien en parler pour justement parler de cette expérience. Ouais, alors nous, on a effectivement un portefeuille de brevets, ça paraît évident. On a fait protéger nos marques comme n'importe qui l'aurait fait. On a des choix à faire à certains moments. On n'a pas toujours les budgets qui correspondent. On reviendra pas tout à l'heure sur la question des coûts, mais on pense systématiquement à ça. Les marques, les formes, etc., etc. Et il y a quelque chose qui est un peu le pendant de tout ça, c'est la communication qu'on va vouloir faire à l'extérieur et l'usage qu'on va vouloir faire des noms qu'on va déposer. Et ça nous ramène au nom de domaine, notamment. Et là, pour le coup, il n'y a pas de protection. Donc tout ce que vous allez pouvoir communiquer autour d'un projet, potentiellement, là, dans un espace public ou ailleurs, sont des choses qui peuvent être assez facilement pompées, utilisées par des gens qui n'ont pas forcément autre chose à faire que d'exploiter l'intelligence des autres, et qui vont du coup en fait déposer des noms de domaine que vous auriez utilisés si vous aviez eu la bonne idée de le faire, et qui du coup ne vont plus pouvoir être utilisés à des fins commerciales. Alors la problématique, c'est que ça va vous bloquer dans vos perspectives de communication externe. Si par exemple quelqu'un vous prend le nom de votre société et qu'il le dépose en .ue, .com, etc., ben, il vous restera le reste. Donc soit vous serez obligé de changer de nom pour pouvoir mieux exploiter votre nom de marque, soit vous serez obligé de faire des compromis et aller chercher des points je ne sais quoi à la fin de vos noms de domaine pour pouvoir exploiter ces choses-là. Donc en fait, la propriété intellectuelle, c'est non seulement de l'accompagnement juridique et des outils existants, mais aussi il y a des domaines en fait un petit peu gris ou un peu plus d'ailleurs même, qui sont assez mal connus, mal anticipés, et qui peuvent être assez facilement, alors je ne dirais pas piratés, mais plutôt contournés en fait. Voilà, il peut y avoir des stratégies de contournement qui peuvent vous poser problème ensuite. Donc pensez systématiquement, alors soit utiliser des noms qui ne seront pas vos noms commerciaux, et ensuite à déposer ces noms-là plus tard, ou en tout cas déposer les noms de domaine qui vont avec, soit déposer les noms de domaine le plus tôt possible, sachant qu'en fait, si vous faites ces choix-là, vous allez en déposer un bon paquet que vous n'allez jamais utiliser. Alors ça coûte pas très cher, mais au moins vous avez protégé les choses. Merci, c'est une vraie expérience. Nous, pour le coup, on a déjà eu le cas où des chercheurs ont communiqué en fait sur un projet, et le lendemain, il y avait déjà une marque et des noms de domaine déposés sur le nom du projet, alors qu'on n'était encore qu'au stade du projet. Mais c'est vraiment un jeu et un sport un petit peu national d'aller déposer, et pour faire acheter à des prix absolument hallucinants. Donc, on voit un petit peu le contour, ce qui va exister. On a parlé de brevets, on a parlé de droits d'auteur, de marques. Et dans les différentes tables rondes précédentes, on a entendu des noms. On a entendu INPI, Normandie Incubation, Normandie Valorisation. On n'a pas encore entendu le mot d'avocat. Mais donc voilà, la question c'est, pour Sophie et pour Nadège, quels sont les outils pratiques, un petit peu à la boxe, pays qui peuvent exister en fait pour mon innovation? Déjà, souvent, la première chose à faire, c'est de se rapprocher de sa cellule de valorisation. Donc, si vous êtes chercheur, sûrement, il y a une cellule de valorisation, soit à l'université, soit qui va être accompagnée par exemple, des SAT, donc comme Normandie Valo. Mais ça peut être aussi, si on n'est pas affilié, aller voir un cabinet, donc, comme des avocates comme Nadège. Ou alors, donc, moi, je travaille à INSERM Transfert, qui est la filiale justement de l'INSERM. Il y a aussi CNRS Innovation. Et du coup, vraiment, là, nous, on est là pour accompagner les chercheurs, pour les aider. On va les détecter très tôt au sein des laboratoires, voir leurs travaux, voir qu'est-ce qui est possible de protéger, qu'est-ce qui est possible de valoriser au vu de leur projet. Et du coup, vraiment, le conseil serait d'aller voir la cellule de valorisation, des ingénieurs brevets qui vont être là pour, comme disait Nadège tout à l'heure, vraiment réfléchir à tout ce qui peut être protégé, parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite aux brevets, aux choses simples, mais il y a aussi les marques, les noms de domaine, il y a aussi des fois aussi le fait de faire du savoir-faire, donc de ne pas révéler finalement l'invention pour garder ça secret. Donc ça, c'est vraiment des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous aider. Il y a aussi, on a un peu discuté dans les tables rondes précédentes, par exemple à INSERM Transfert, il y a aussi des dispositifs pour accompagner les chercheurs pour faire un parcours en fait pré-entrepreneurial, pour les aider à maturer leur projet, à les aider à
à aussi savoir comment s'entourer des bonnes personnes, comment discuter avec les investisseurs, parce que c'est pas non plus quelque chose qui est complexe et qu'il faut savoir maîtriser. Donc il y a des outils comme ça dans les cellules de valorisation qui sont de venir les contacter le plus tôt possible avant toute divulgation, avant toute communication pour prendre au plus tôt le projet pour pouvoir vraiment accompagner les gens de façon la plus claire et de façon à faire les choses dans le bon timing et pour pouvoir après créer, si on veut créer sur des bases solides, puisque on sait très bien que pour créer l'API, la propriété intellectuelle est quand même très importante. Tout à fait. Alors, je partage le premier conseil de Sophie, de venir nous voir très rapidement pour prendre conseil, pour qu'on commence à discuter, qu'on regarde. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des avocats spécialisés. Il faut d'abord se renseigner, hein, bien sûr. Mais nous, je sais qu'on arrive avec les startups à faire plusieurs premiers rendez-vous gratuits pour pouvoir un peu qualifier les choses, identifier les chantiers, voir s'il y a du travail. Vous dire clairement, là, on n'a rien à faire, on n'a pas de travail, mais vous en avez. On identifie ça ensemble et on vous donne des devoirs, on vous fait travailler pour qu'à un moment, on puisse protéger, on puisse prendre acte sur les choses. Ce qui va être important, ce que disait Sophie, c'est d'identifier votre savoir-faire, de commencer à poser les bases. Et là, il y a quelques outils qui sont tout simples, qui vous permettent de prendre date sur vos recherches. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est cahier de laboratoire, les premiers réflexes, et je crois que Sébastien reviendra dessus. C'est vraiment important de documenter son cahier de laboratoire et de le faire correctement, pas simplement comme un brouillon, d'après ce que j'ai compris. Mais on peut prendre date, on peut dater les choses. Il y a un système iSolo qui est proposé par l'INPI, qui permet de dater. C'est un système d'horodatage. Vous pouvez déposer vos travaux, vous pouvez déposer une vidéo, une démonstration, une esquisse. Enfin, c'est toujours intéressant à ce titre. On a des systèmes aujourd'hui autour de la blockchain, alors, beaucoup plus modernes du coup, qui vous permettent aussi de prendre date de manière vraiment très certaine et en principe infalsifiable pour dater votre projet, pas pour dire aux autres qu'ils ne peuvent pas exploiter ou qu'ils ne peuvent pas travailler sur ce sujet-là, mais simplement pour dire, moi, à cette date, le 16 novembre, j'ai ces droits-là, j'ai travaillé, j'ai établi ça, etc. Et surtout, ce qui est très important, c'est de faire cette documentation, de procéder à ces dépôts pour pouvoir signer des accords de confidentialité. Parce que ça, c'est votre premier outil, c'est votre première arme dans toutes vos relations, dans les échanges que vous pouvez avoir avec tout type de partenaires, de fournisseurs, de clients potentiels, les échanges avec des professionnels que vous souhaitez avoir. Il faut avoir un accord de confidentialité qui soit bien ficelé. Alors juridiquement, on en trouve plein sur Internet qui tiennent plus ou moins la route. Donc il faut vérifier que ce soit solide. Ce qui compte, c'est de bien circonscrire votre projet dedans, qu'on identifie bien vos droits, que vous ayez procédé d'abord à des dépôts à ce titre. Et surtout, moi j'étais d'abord juriste dans l'informatique et les télécoms dans une première carrière. C'est un super test moral. C'est-à-dire que quand vous allez voir un partenaire, s'il signe l'accord de confidentialité sans problème, vous pouvez travailler avec lui, vous allez pouvoir vraiment échanger. Par contre, il y a des partenaires, vous allez pouvoir courir après eux pendant 2 ans, jamais ils ne signeront. Et à terme, on s'apercevra qu'ils sont en train de travailler sur des sujets similaires avec d'autres labos, avec d'autres entreprises, etc., où ils ont une division de recherche. Donc l'accord de confidentialité, il ne faut pas le sous-estimer. Et puis c'est aussi un gage pour vous de sérieux quand vous vous présentez, quand vous allez voir un industriel avec lequel vous voulez travailler, ça veut dire que vous portez attention à votre propriété intellectuelle et à vos relations et que vous ne divulguez pas vos résultats à n'importe qui. Donc ça, c'est important aussi dans cette dimension-là pour vous établir en tant qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, en parlant d'accord de confidentialité, c'est aussi important de le souligner pour les chercheurs dans des laboratoires. C'est pas eux qui doivent signer le contrat. Bien faire attention que ce soit votre laboratoire et les tutelles qui vont signer. Donc ça aussi, encore une fois, si vous êtes dans une structure, rapprochez-vous des cellules de valorisation qui vont aussi vous accompagner pour tout ce qui est contrat de confidentialité. Parce que malheureusement, des fois, on a eu des cas où des chercheurs ont signé des contrats de confidentialité en pensant être couverts de bonne foi. Et en fait, malheureusement, ça a rendu caduc le contrat parce que ce n'était pas eux, finalement, qui devaient signer, être signataires. Merci donc pour ces petits tips à garder en mémoire et qui peuvent servir effectivement quand on commence. Donc maintenant qu'on a identifié les différents outils, les différentes possibilités de protection, la question qui va se poser, c'est ok, j'ai une idée, elle est protégeable, qui est propriétaire ?
C'est vraiment fondamental en fait cette question-là parce que la propriété intellectuelle est déterminante, notamment dans le cadre des levées de fonds pour les startups. Donc je vais laisser Sophie développer cette idée. Oui, effectivement. Alors souvent, quand on pense, on va dire l'inventeur, on va penser que l'inventeur serait propriétaire de l'API. Ce n'est pas forcément le cas, en fait. Il faut savoir que lorsqu'on fait une invention, qu'on est employeur, enfin qu'on est salarié, je veux dire, et qu'on fait cette invention dans le cadre de notre contrat de travail, en fait, l'invention appartient à l'employeur. Donc, par exemple, on va prendre un exemple concret, un chercheur qui travaille dans un laboratoire de l'université de Rouen, par exemple. Il va faire une invention, ses travaux sont protégeables, comme on a vu, il veut déposer une demande de brevet. Lui, il sera bien désigné comme inventeur, mais par contre, le déposant, ça sera l'université de Rouen. Donc, ça sera vraiment l'université de Rouen qui aura la propriété de la demande de brevet, donc du titre de pays, et qui pourra donc du coup exercer son droit, donc exercer le droit d'interdire de reproduire l'invention, mais aussi de céder ce droit, d'octroyer des licences sur ce droit. Donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que les inventeurs ne sont pas toujours propriétaires de la propriété intellectuelle. Alors après, voilà, si jamais il y a un inventeur qui a créé une invention dans son garage avec aucun lien avec son employé, dans son temps libre, là oui, il sera évidemment propriétaire. Mais dès qu'il y a un lien avec son contrat de travail qui impliquait une mission inventive, là on est vraiment dans des inventions de mission et du coup ce sera l'employeur qui sera propriétaire. Merci beaucoup Sophie pour ce point important. J'ajoute également un cas un petit peu particulier du mandataire social, notamment par exemple un président d'une start-up qui n'est pas salarié de la société et qui est inventeur. C'est bien la personne physique, l'inventeur dans ces cas-là, qui est propriétaire du brevet et non pas la start-up. Donc quand par exemple dans vos levées de fonds vous indiquez que la start-up est propriétaire du brevet mais que la propriété en fait appartient au mandataire, au président, ça peut poser des difficultés pour la suite. Donc il faut bien veiller à la propriété de ce titre de propriété intellectuelle pour la suite. C'est vraiment une question fondamentale quand vous commencez dans le business. Et donc à un moment donné, il va falloir qu'on parle des choses qui fâchent. Je vais m'adresser à l'entrepreneur qui a été confronté à la question justement de ses coûts de propriété intellectuelle, parce qu'on parle de gros sous, hein, on va pas se mentir, c'est des très très gros sous, ça a été dit dans les tables rondes précédentes. Donc je pense que Sébastien... Ouais, donc l'API, l'expérience qu'on en a, nous, c'est qu'en fait, il y a des choses gratuites et il y a des choses payantes. Donc parmi les choses gratuites, par exemple, et qui marchent bien, il y a la confidentialité, ça marche bien. Le secret, c'est gratuit et ça marche bien aussi, à condition de travailler avec des gens de confiance. Donc ça, c'est une culture d'entreprise aussi qu'on peut inculquer, la culture du secret, ou en tout cas surtout tout partie de ce qu'on a inventé. Après, il y a des mécanismes de protection qui ne sont pas chers. On a parlé tout à l'heure de l'enveloppe solo. Alors, c'est juste un droit d'antériorité. Enfin, c'est une marque d'antériorité, ça coûte quasiment rien. Et puis après, on monte en gamme. Donc, il y a la protection du logiciel. La protection des logiciels coûte assez peu cher, voire quasiment gratuite. Il faut déposer à l'APP. Si vous déposez à l'international, il y a d'autres outils qui existent. Et puis après, on passe sur la catégorie brevet. Alors, dans les brevets, il y a 3 phases. Il y a la phase d'écriture du brevet. Donc là, dans la phase d'écriture du brevet, c'est principalement des frais juridiques. Donc, il faut vous faire accompagner par des gens qui vont vous aider à rédiger les bonnes clauses, les bons claims, etc. Parce que c'est ce qui va déterminer la solidité de ce brevet et son caractère monétaire, monnayable ensuite dans les levées de fonds et dans toute l'activité que vous allez vouloir faire. Il faut le rédiger dans les langues qui vont bien. Alors le français souvent, l'anglais la plupart du temps, et puis après vous choisissez dans le panel les pays qui vont vous intéresser, soit parce que vous avez l'intention de commercialiser sur ces pays-là, ou soit parce que vous avez l'intention de faire fabriquer à ces endroits-là. Donc ça, c'est des stratégies que vous allez devoir élaborer. Donc ça coûte de l'argent et les modalités de prise en charge sont assez faibles en fait. En tout cas, il n'y a pas d'outil de financement bien dédié à ça. Ensuite, vous avez la phase de dépôt. Donc là, cette fois-ci, vous payez des taxes
qui eux en fait rentrent dans votre assiette CIR. Donc c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir amortir. Vous allez pouvoir amortir les dépôts de brevets. Ça fait partie du caractère inventif de l'entreprise. Donc c'est assez facile à rendre éligible à cette assiette CIR. Donc ça coûte assez cher et vous devez assez rapidement définir votre stratégie. C'est-à-dire est-ce que vous voulez déposer seulement en France ou est-ce que vous voulez déposer à l'international, parce que l'enveloppe va vite monter. Vous avez en général 18 mois, je crois, entre le moment où vous déposez en France et le moment où vous décidez de faire des extensions à l'international. Alors vous pouvez faire des divisionnaires, vous pouvez faire des trucs comme ça. Et à chaque fois que vous faites une extension à l'international, ça vous coûte cher, parce qu'il faut traduire. Il faut défendre le brevet. Alors, il faut défendre sa phase de dépôt. C'est-à-dire que vous allez avoir des objections qui vont vous être mises en place. Alors, nous, on a l'exemple d'un dépôt fait en Chine sur lequel on nous a fait des oppositions, enfin, en tout cas des demandes de compléments, etc., etc. Bien évidemment, les objections que vous faites en chinois. Donc il faut les traduire, il faut ensuite répondre de la même manière en chinois. Donc ça coûte forcément un peu d'argent. Et puis après, de toute façon, sur les dépôts à l'international, vous avez toujours de toute façon une grille. Et ce qu'il faut faire, c'est demander de la visibilité à vos avocats sur les 5 ans qui viennent. En fait, le prix le prix en fait du maintien du brevet sur chacune des zones. Donc on parle de dizaines de milliers d'euros sur certains brevets. Donc il faut faire attention à déposer suffisamment sur des choses fortes, mais pas forcément à multiplier le nombre de brevets, parce que défendre 12 ou 15 brevets pour une start-up, ça va être un peu compliqué. Après, dans les autres coûts liés aux brevets, vous avez les licences, donc licences d'exploitation. Donc soit effectivement, vous n'avez strictement rien à voir avec l'invention, et donc vous allez devoir solliciter des universitaires ou d'autres qui sont propriétaires, et vous allez négocier un contrat de licence. Donc là, c'est de la négo. C'est de la négo, là il n'y a pas de prix, c'est à vous de négocier. Donc la plupart du temps c'est fait par rapport à un chiffre d'affaires, c'est fait par rapport à des redevances minimum, maximum, à vous de les plafonner. Donc ça, il faut l'intégrer dans vos budgets, parce que forcément ça coûte à terme beaucoup et ça vient vous plomber un peu la marge. Donc ça, c'est des éléments que vous devez prendre en considération. Et si vous êtes copropriétaire de la technologie avec un laboratoire universitaire, vous êtes libre d'exploiter. La liberté d'exploitation, vous l'avez de fait, parce que vous êtes copropriétaire, quel que soit votre quote-part de copropriété. Par contre, ce qu'il va falloir négocier avec eux, c'est éventuellement les contrats d'exclusivité que vous voudriez mettre en place, qui là, cette fois-ci, sont forcément payants, et vous devez, en général, rétribuer le partenaire à sa juste valeur, en fonction de sa contribution. Donc voilà, c'est toutes les étapes en fait que vous allez avoir. Alors j'en oublie une en fait, qui est la défense du brevet lui-même. C'est-à-dire que si jamais vous avez effectivement un contrefacteur, il va falloir utiliser ce brevet. Donc l'utiliser, ça va vouloir dire utiliser votre droit d'opposition. Et utiliser le droit d'opposition, ça coûte de l'argent, puisque pour le coup, au départ, que vous soyez dans votre bon droit ou non, il va falloir engager les frais juridiques. Et parfois, face à des monstres, donc en termes de taille, j'entends, donc face à des grosses structures qui ont parfois des moyens largement supérieurs aux vôtres. Donc là, il va falloir réussir à se faire bien accompagner et à trouver les bons partenaires. Donc ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc voilà, donc c'est un truc à tiroir. Donc l'idée au départ, c'est de faire les choses le plus simplement possible, avec un portefeuille de brevets assez réduit et sur des éléments extrêmement clés de votre techno, sans forcément tout révéler. Et c'est certainement, je pense, le meilleur sujet. Parce qu'en fait, malheureusement, le brevet, c'est le droit d'interdire, mais c'est aussi l'obligation de révéler ce qu'on fait. Donc si vous brevetez des choses alors que vous avez 10 ans d'avance sur vos concurrents, c'est peut-être pas très malin, quoi. Donc peut-être breveter un peu plus tard, essayer de garder ça secret le plus longtemps possible. Puis quand vous voyez des choses arriver, vous brevetez au dernier moment. Ça vous coûtera moins cher et ça vous évitera de donner de l'avance à vos concurrents. Oui, effectivement, souvent on essaye de breveter avant une divulgation par les inventeurs parce que voilà, il faut prendre date avant toute divulgation. C'est vraiment les choses importantes à redire. Et je suis d'accord, oui, effectivement, les coûts, il faut vraiment prendre ça en compte au début. Et juste une petite précision pour l'extension, on a 12 mois pour faire une extension. Et souvent, une des techniques utilisées aussi, c'est de faire un dépôt devant l'OMPI, donc devant l'Institut mondial de la propriété intellectuelle. Et là, après, on a 30 mois après le premier dépôt pour pouvoir choisir en fait, le territoire où lequel on veut avoir la protection. Et c'est là où les coûts augmentent de façon exponentielle. Donc effectivement, c'est des choses qui sont à réfléchir en amont. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'effectivement, ça coûte cher, on ne va pas se mentir. Mais par contre, quand vous êtes bien accompagné, une bonne stratégie de propriété intellectuelle peut être réellement intéressante et déterminante pour une société. Donc, ça peut faire peur.
ça peut même paralyser certains. Mais il faut savoir que vous pouvez et vous devez être accompagné. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a une dernière question en fait, qui est importante aussi. C'est bon, on a protégé notre four solaire, tout va bien, on a de l'argent, donc tout va bien, on va pouvoir payer tout ce qu'il faut. Mais il y a une dernière question qui a commencé à être abordée un petit peu en filigrane par Sébastien, c'est la liberté d'exploitation. C'est est-ce que, une fois que j'ai mon brevet, je suis réellement libre de faire ce que je veux avec? C'est vraiment cette question-là et je vais laisser Nadège y répondre. Alors, une fois que j'ai mon brevet, en principe, oui, puisque c'est que j'ai le monopole sur l'invention et qu'on a fait avant les recherches de disponibilité qui vont bien. Mais juste avant, ou dans le cas où mon invention n'est pas brevetable, il faut vraiment que je me pose la question de la liberté d'exploitation, c'est-à-dire de vérifier si quelque chose n'existe pas à l'identique déjà, et si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas des choses qui seraient en tout cas très en lien avec mon activité, avec le produit que je souhaite sortir, avec mon futur four solaire, que je viendrais gêner et qui à ce titre pourrait m'attaquer. Donc la liberté d'exploitation, ça veut dire que tout n'est pas disponible, c'est pas parce que rien n'est protégé au titre de ce que j'ai inventé, que je peux l'exploiter librement. Il y a plein de champs à explorer autour de ça pour m'assurer que je vais pouvoir vraiment exploiter commercialement ce que j'ai pu inventer. Donc c'est vraiment, là vous avez, parmi toutes les questions qu'on a posées, je pense qu'on a à peu près le processus, l'ensemble du processus de protection d'une idée, d'une invention, d'une création intellectuelle dans le cadre d'un projet. Je pense que ce qu'il faut retenir, en tout cas pour ma synthèse, après je vous laisserai chacun conclure l'idée principale que vous voulez conserver, mais c'est vraiment, dès que vous avez une idée, où vous pensez qu'elle a un potentiel, cette idée, qu'elle peut être transférée, ou on peut en faire une start-up, enfin voilà, peu importe. Allez voir soit votre cellule de valorisation, allez voir un avocat, allez voir l'INPI, allez voir, on l'a vu tout à l'heure, peu importe en fait le guichet que vous prenez, Pépite, Normandie, Incubation. Peu importe, en fait, à un moment donné, on va communiquer entre nous et forcément, vous allez trouver des réponses. Donc vraiment, l'idée, c'est restez pas seul avec votre idée. Vous dites pas que c'est une montagne et que, notamment au juridique, on le sait, c'est vraiment les questions juridiques, elles viennent au dernier moment parce que c'est celles qui vont le plus saouler, hein, on va pas se mentir. Et c'est pas les plus importantes. D'abord, il faut un bon commercial, c'est ce qu'on se dit, mais un bon juriste peut vraiment vous aider. Et donc, restez pas seul avec votre idée, avec votre projet, faites-vous entourer comme il se doit. Nadège, je t'en prie, le mot de la fin. Bon. Sophie ? Pareil, tout à fait d'accord. Juste repréciser que venez le plus tôt possible et avant toute divulgation, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quelque chose n'est plus brevetable si ça a été divulgué. Hein, c'est un des critères de la nouveauté. Donc vraiment, dès que vous avez une idée, voilà, venez rapprochez-vous de vos structures de valorisation, comme a dit Émilie, mais avant toute divulgation. C'était ça que... Sébastien ? Ouais, peut-être un mot sur la relation publique-privée dans les différences qu'il peut y avoir au terme de compréhension des enjeux, en termes de décalage de timing et d'approche. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes manières de valoriser, on n'en fait pas la même chose en fait d'une invention. Et ça, c'est des choses qui sont parfois un peu difficiles non pas à faire entendre, mais à mettre en œuvre. En fait. C'est-à-dire que le chercheur a bien compris que vous n'aviez pas les mêmes intentions que lui, mais lui, il veut absolument publier. Donc il va essayer de publier de toute façon quoi qu'il arrive. Et en fait, à vous, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes dans cette situation-là, de leur faire comprendre que il peut dire des choses, mais dans un certain contexte, et pas tout écrire, et que il faut peut-être protéger avant, parce que la publication, c'est là pour le coup, c'est vraiment lâcher tout en pâture, et c'est un peu dommage, quoi. Des fois, il y a de la valeur qui est perdue de manière un peu idiote sur ces sujets. Et justement, pour rebondir juste... On sait que souvent, dans le public, on a besoin de publier. C'est quelque chose qu'on connaît. Les chercheurs, vous devez publier. C'est aussi le cœur de votre métier. Les structures de valorisation ne vont pas vous empêcher de publier. On va juste essayer de trouver la meilleure stratégie et prendre date justement avant la publication. Mais le but, ce n'est pas non plus de vous empêcher. C'est justement, comme disait Sébastien, de réfléchir intelligemment pour faire le meilleur timing et prendre date si besoin avant toute publication. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Ah si, il y en a. Oh, je suis contente. Je sais pas. On se partagera le micro.
Oui, je voulais savoir si ce qu'on devait retenir, c'était que publication et brevet étaient incompatibles et à quel moment, en fait, sur mon sujet de recherche, je dois me poser la question si je veux breveter et exploiter par la suite ou si je peux publier et continuer ma carrière dans la recherche et y repenser plus tard. Alors, c'est pas incompatible, c'est juste qu'il faudra breveter avant la publication. Mais en fait, le mieux, c'est de venir le plus tôt possible, par exemple, avant votre thèse, avant la soutenance, avant quand vous avez commencé à... Si vous faites un article, commencer à écrire le draft de votre article, de vous renseigner auprès de votre cellule de valorisation. Et là, on va réfléchir, voir si c'est quelque chose à protégeable, et après, de prendre date, de protéger, et après, comme ça, vous pourrez publier en toute sécurité et continuer votre carrière... Enfin, vos recherches. Peut-être deux précisions. En fait, tout ce qui est publiable n'est pas brevetable. Donc ça, il faut clairement faire la distinction. Il y a des choses il n'y a pas de brevet associé, c'est non brevetable. Et la deuxième chose, c'est que dans ce qu'on appelle publication au sens du brevet, c'est pas forcément une publication scientifique. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir communiqué par mail à un public assez large ou autrement que par la publication au sens où on l'entend scientifiquement, c'est déjà une divulgation du secret en fait. Et du coup, on pourrait vous opposer, quelqu'un qui s'opposerait donc à votre dépôt de brevet pourrait vous opposer le fait que les résultats ont été divulgués antérieurement au dépôt de brevet. Et donc, en fait, votre invention n'est plus brevetable à ce titre-là. Donc, en fait, ce qu'on appelle publication n'est pas forcément une publication scientifique dans une revue internationale, etc., etc. Ça va bien au-delà de ça, en fait, au sens du droit du brevet. Effectivement, il va y avoir aussi les abstracts des congrès. C'est souvent ça que les gens vont oublier. Et aussi, on parle toujours de publication, mais il y a aussi les divulgations orales. Donc, par exemple, des soutenances, quand vous participez à un congrès, des posters, mais aussi votre soutenance, enfin votre présentation, votre conférence peut être aussi des divulgations au sens pour les brevets. Donc en fait, le conseil, c'est vraiment de venir avant toute divulgation qu'on entend large, donc écrite ou orale, et vérifier s'il y a quelque chose déjà de brevetable. Oui, comme disait Sébastien, que tout n'est pas brevetable malheureusement, voir s'il y a quelque chose qui est valorisable et brevetable, et après comme ça, de pouvoir publier ou alors divulguer, je veux dire, en sécurité. Je rajouterais juste un dernier élément. Il faut savoir qu'un bon brevet fait souvent une bonne publication derrière. On peut fortement s'appuyer sur le brevet pour faire une très très bonne publication derrière. Donc c'est vraiment, dès que vous pensez qu'il y a une publication possible, allez voir votre cellule de valorisation, puisque là, en l'occurrence, vous êtes dans un établissement. Donc, allez voir la cellule de valorisation et discutez avec elle pour voir effectivement comment faire et quels éléments sont protégeables. Dans ce cas-là, attendre un petit peu pour publier dessus et puis voir, en gros, réaffiner la stratégie. Mais c'est vraiment ça. Dès que vous avez une idée de publication ou dès que vous avez la date de soutenance de votre thèse et que vous pensez que les résultats de votre thèse sont potentiellement intéressants pour le transfert, contactez votre cellule de valorisation. C'est vraiment ça l'idée principale. Merci. De rien. Bonjour. Donc, vous parliez tout à l'heure de garder secret pendant un certain temps. Mais est-ce qu'on n'est pas sensible au rétro-engineering? C'est-à-dire qu'une entreprise qui achèterait même des gens eux-mêmes qui achèteraient le produit, qui le démontraient chez eux pour en sortir justement l'avancée qu'aurait été faite et donc ainsi perdre l'avantage produit au départ. C'est pour ça que oui, le secret, ça ne peut pas s'appliquer à tout. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse rester vraiment secret, même quand le produit est vendu aux utilisateurs. Mais c'est sûr que quelque chose quand on vend le produit, on est capable de retrouver l'invention. Là, le secret n'est peut-être pas forcément la meilleure solution et là, il faudrait mieux déposer une demande de brevet. En fait, le reverse engineering est vraiment, pour certains pays, notamment Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, c'est un sport national et je peux vous le confirmer, ma directrice vient du Canada et c'était son sport favori de faire du reverse engineering. Donc c'est un vrai risque en matière de savoir-faire, mais c'est un risque qui s'analyse. Effectivement, comme l'a dit Sophie, en fonction de la technologie, c'est un risque qui s'analyse et qui peut se prendre, notamment par rapport au marché. On peut se dire, ok, il va y avoir du reverse engineering, mais le temps qu'ils y arrivent, on aura 5 ans d'avance. C'est pas grave.
D'accord? Mais ça s'analyse. C'est un élément qui est à prendre en compte effectivement. Oui, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'une demande de brevet, ça donne un monopole pendant 20 ans. Alors c'est énorme, mais voilà, donc, comme disait Milly, c'est que ça s'analyse et voir combien de temps le secret peut aussi nous donner comme monopole. Ouais, il y a une question de... La publication scientifique est importante, mais le brevet aussi peut être considéré comme quelque chose d'intéressant. Et ce qui précède un dépôt de brevet, c'est une déclaration d'invention. Et donc ça peut être valorisable dans un CV, hein, que ça soit sur le plan académique ou le plan privé. Et puis, ce qu'on discutait en aparté avec quelques startups, il y a bien évidemment l'antériorité de l'un par rapport à l'autre, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Ça peut être, dans le cas du brevet, d'expliquer comment on fait, et dans la publication, les résultats obtenus. Tout à fait. C'est la différence entre la recette et les ingrédients. Et la publication est aussi le premier vecteur marketing du scientifique dans sa communauté, et ça peut attirer des clients. Donc en fait, il y a toute une stratégie. Il y a des réflexes, hein, et vous avez très bien expliqué les réflexes qu'il faut avoir, parce que si on n'a pas ces réflexes-là, on ne peut rien faire. Et puis il y a toute l'optimisation de la palette qui fait que, et notamment par rapport aux doctorants, il faut bien penser à ce que leurs intérêts, qui est leur employabilité, soient aussi viables. Et pour ça, ils doivent aussi entraîner leur directeur de thèse, parce qu'une déclaration d'invention, ça se fait avec le directeur de thèse. Et donc, quasiment expliquer la volonté de valorisation, soit que cette volonté-là soit partagée ou comprise du directeur de thèse, et qu'il faut aller voir la structure de valorisation avec le directeur de thèse. On en revient à toute la question de la sensibilisation, au final, qui était déjà évoquée, je crois, dans la table ronde précédente. C'est vraiment le nerf de la guerre, la sensibilisation. D'ailleurs, pour les doctorants, il y a une formation qui est disponible pour vous sur la sensibilisation à la propriété intellectuelle. Donc, il ne faut pas hésiter à vous inscrire. Elle fait partie du parcours normalement. Et donc, il ne faut pas hésiter... C'est moi qui la donne, donc faut pas hésiter. Pour le coup, je fais ma pub, mais faut pas hésiter à vous y inscrire. Et ça permet déjà peut-être de gagner de nouveau des réflexes. Mais rien que le fait d'être venu aujourd'hui, c'est aussi acquérir certains réflexes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis pour la suite, je ne sais pas. Merci à vous quatre de nous avoir sensibilisés sur la propriété intellectuelle. Comme ça, vous y penserez en publiant, avant de publier ou après la publication. On a compris que tous les cas se présentaient à vous.